Salut Annie, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va. Est-ce que tu peux te présenter? Ah oui, bonjour, je m'appelle Annie. Je suis traductrice depuis à peu près 25 ans, donc ça commence à faire un petit bout. Euh, je suis passée par différents domaines au fil des années, mais je me suis spécialisée en traduction scientifique médicale euh, par intérêt, parce que c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, la science et la santé. Et à travers ça, je continue à faire du littéraire. Bon, j'ai besoin d'avoir de la variété là, dans mon travail pour garder la flamme bien vivante. Mais j'avoue que la traduction scientifique médicale, c'est un grand dada. C'est quoi la traduction médicale? Ben, le nom est assez parlant. Par contre, comme n'importe quel domaine de spécialité, ça répond aux mêmes exigences. Ce que je veux dire, c'est que on traduit des relations, en fait. On traduit pas des mots, on traduit le sens que ces mots ont dans une phrase, dans un texte, par rapport aux autres textes, l'intertextualité, etc. Donc, on traduit des relations. Donc, peu importe le domaine dans lequel on travaille, on fait le même travail. Il s'agit d'aller, après ça, peaufiner ou aller spécialiser les outils qu'on va utiliser, que ce soit les mots ou autres. Donc, le processus est le même. Ce qu'il faut maintenant, c'est aller chercher les connaissances de base et le vocabulaire pour être efficace en traduction médicale. Des fois, la complexité peut être déroutante. Par contre, tous les domaines de spécialité ont cette même complexité-là. Elle est d'un autre ordre, mais ils vont rester complexes. On pourrait dire, ben, ce qui est difficile en traduction médicale, c'est que c'est très vaste. Tu vas avoir de la vulgarisation pour les patients. Il va y avoir des textes destinés aux médecins, il va y avoir des études cliniques, il va y avoir... Mais tous les domaines sont un peu arrangés pareil de toute façon. Donc, est-ce que ça le distingue vraiment? Non, c'est vraiment dans la saveur particulière de ces niveaux-là puis de cette complexité-là. Et comment on devient traductrice médicale? J'ai fait un bout en sciences infirmières avant de devenir traductrice. Je me suis rendu compte que j'aimais le domaine, mais pas les hôpitaux. Donc, c'est un peu ça peut poser problème à long terme comme choix de carrière. Donc, ça m'a quand même donné cette base-là, entre autres en anatomie, physiologie, un petit peu de pharmacologie aussi. Donc, je partais pas de zéro. C'est difficile, évidemment, quand on est inscrit en traduction, d'aller faire des cours de médecine comme tel, parce que ce ne sont pas des programmes qui acceptent des gens de l'extérieur, que ce soit médecine ou sciences infirmières ou autre. Par contre, il y a de plus en plus de MOOC qui sont qui existent là, dans différents domaines connexes, anatomie, physiologie. Euh, mais je pense que c'est important d'être autodidacte et d'aller se chercher une base. Pour ça, il y a plein d'outils, puis c'est pas obligé d'être rébarbatif dans un bouquin écrit en gris sur du blanc. Là. Il existe des cartes éclairs d'anatomie, la physiologie pour les nuls. C'est un bouquin qui est très amusant. Euh, moi, j'avais même à bout de temps des livres Physiology Coloring Book par exemple, ou un particulier sur les muscles. Là, tu t'installes avec des couleurs, puis là, il y a la terminologie, puis on apprend comme ça peut être très, très, très amusant, très, très ludique. Mais sans ça, si on n'a pas un minimum de base sur comment le corps fonctionne, ben, si après on traduit des monographies de médicaments ou sur des anticorps monoclonaux, tout ça, puis on nous sort des gènes, puis des choses, puis on n'a aucune idée comment classer l'information, ben, on va le voir, on va trouver le terme, on va le plugger dans le texte, puis il va comme rien rester de ça dans notre tête après parce qu'on on n'avait pas la structure pour le classer. Donc, faut aller chercher, je pense. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui est très important pour moi puis que j'enseigne comme étant vraiment fondamental, c'est de se créer une structure mentale où après, on peut classer les nouveaux mots, les nouvelles connaissances, puis c'est plus facile à ressortir puis à utiliser. Mais oui, faut aller chercher quelque chose, une petite base qui va permettre d'acquérir cette structure-là. Puis encore là, quelqu'un qui serait persévérant et très motivé pourrait se trouver un bon mentor, par exemple. Soit avoir des discussions avec cette personne-là, se faire donner des pistes sur, OK, quelles ressources je devrais utiliser, où est-ce que je devrais aller lire. C'est commencer tout de suite à aller voir les nouvelles du jour sur le manuel Merck, par exemple. Puis créer cette discipline-là comme n'importe quelle autre langue qu'on apprend. Ben, c'est pas en faisant 1 heure par semaine qu'on va y arriver. C'est à coup de 10 minutes par jour. C'est plus efficace comme ça. Donc, commencer tout de suite par ça. Trouver un bon mentor. Des outils qui vont nous amuser pour apprendre. Puis je dirais, après quelques années, ça devrait bien aller là, pour se lancer. Combien de temps tu accordes à tes recherches terminologiques?
l'importance pour gagner en efficacité sur la recherche terminologique, c'est que plus on va avoir fait de travail en amont. Donc, on a des connaissances de base, on sait facilement classer l'information qu'on lit euh, et qu'on va avoir besoin de retenir. Ça va beaucoup accélérer les recherches. Donc, plus on fait de travail en amont et qu'on apprivoise nos outils, plus la recherche va être rapide. Ça dépend vraiment des types de textes. Moins il y a de contexte, plus ça va être long. Ça peut arriver de temps en temps qu'il sort une étude, puis là, tout d'un coup, le texte qu'on a à traduire, c'est comme un résumé de l'étude, mais pour le public universitaire. Là, souvent, c'est des phrases qui sont un peu pas prises à droite et à gauche, mais tirées de l'étude sans trop d'explications. Donc, si on va pas revoir l'étude originale, on est un peu perdu. Donc, ça, c'est plus de temps, plus de recherche, par exemple. Ça peut sembler plus court parce que le texte est moins long que l'étude originale, mais on n'a pas de contexte, donc ça va être plus long. Mais le truc, c'est vraiment de faire le travail en amont, avec discipline, régulièrement, de la lecture dans le domaine pour se familiariser, puis prendre des notes à chaque fois. Est-ce que ça t'arrive des fois de tomber sur un terme qui n'a pas d'équivalent? Non, ça m'arrive plus en traduction scientifique. Bon, je traduis entre autres pour des universités là, qui justement vont donner des nouvelles sur ce qui se passe dans leur département de physique, par exemple. Là, on parle de sciences de l'attoseconde, puis ils utilisent la lumière pour fragmenter différents trucs. Puis là, c'est vraiment à la fine pointe. On fait les recherches, puis les 3 articles qui existent sur le net ont été écrits par ces 3 chercheurs. Donc, à ce moment-là, la terminologie se gère un petit peu différemment. Quand le texte est vraiment destiné à des ultra spécialistes, puis ça, c'est quand même rare parce que les ultra spécialistes, la réalité de la chose, souvent, c'est qu'ils vont lire et écrire en anglais. Donc, c'est assez rare qu'on a à traduire pour des ultra spécialistes. Ce qui arrive le plus souvent, c'est des résumés d'articles. Ça va arriver que les revues vont donner une version en français du résumé de l'article, mais pas de l'article complet. Ça, c'est quand même des choses qui vont être lues par des ultra spécialistes. Donc, eux vont comprendre de quoi il est question. Puis sinon, ben, c'est parce que c'est aussi nouveau pour eux que pour nous. Ça fonctionne assez bien de faire une traduction littérale correcte, là, qui respecte les principes du français, puis on vérifie s'il n'y a pas, euh, par exemple, si le terme n'est pas un anglicisme, on fait une traduction littérale correcte, qui est à laisser l'anglais entre parenthèses si nécessaire. D'habitude, les gens qui en comprennent vont comprendre. Euh, c'est rare qu'on va avoir des termes ultra complexes dans des textes très vulgarisés. Souvent, les gens vont avoir trouvé des métaphores ou une autre façon de l'expliquer, mais ça peut arriver. C'est dans l'intermédiaire, des fois que c'est un peu flou, là, ce que j'appelle la vulgarisation savante. Notre public, c'est des universitaires, par exemple, pas nécessairement des spécialistes, mais des universitaires ou des gens qui s'intéressent à la science. Ils ont envie de lire ça, ils ont un minimum de connaissances. Donc, la rédaction est quand même assez spécialisée, mais on n'a pas toujours assez de contexte. Donc, c'est là qu'il va falloir jouer un petit peu plus des fois là, avec la terminologie, parce que la traduction littérale, c'est peut-être pas toujours comprise. Quand la terminologie est utile au grand public, puis souvent, c'est parce que c'est pas que les langagiers qui en ont besoin, là, c'est les journalistes qui en ont besoin pour décrire cette réalité-là. C'est les politiciens, c'est tout le monde. Donc, de ce que j'ai pu voir dans ce genre de circonstances-là, le travail se fait assez rapidement, là. On a des recommandations. Donc, pour ce genre de terminologie-là, moi, j'ai pas eu à en faire parce que ça sort assez vite de ce que j'ai pu constater. Pour les noms de médicaments, ça peut être un peu embêtant. Ça dépend si c'est un nom commercial ou un nom générique. Si on fait une faute dans un médicament générique, ça peut avoir des conséquences si la personne fait des recherches et qu'elle trouve pas le bon médicament, par exemple. Bon. Et c'est le genre de choses qui peut mériter soit de garder une note qui renvoie à l'original ou pour que l'information se trouve si jamais la traduction est pas probante sur le net pour trouver de l'information, par exemple. C'est quoi les enjeux éthiques et juridiques en traduction médicale? Ben, j'imagine un peu comme dans tous les domaines où une erreur peut avoir des conséquences graves si on parle, par exemple, de distribuer une fiche d'information au patient sur comment prendre un médicament, puis qu'il y a une grosse erreur de sens, puis que bon, le patient prend pas la bonne dose ou utilise pas l'appareil médical de la bonne façon, puis que les conséquences sont dues à l'erreur de traduction. J'imagine que ça peut être assez grave, mais c'est pas le seul domaine qui est victime de ça, mais là, on parle de vie
humaine en jeu, par exemple. Et est-ce que ça t'arrive de travailler en collaboration avec des professionnels de la santé? Ben, les gens que moi je consulte quand je suis un peu embêtée, c'est des anglophones, donc ils parlent pas tant français, donc même si je leur fais lire la terminologie en français, tout ça, ce sera pas tellement, c'est pas tellement leur tasse de thé. Mais quand je le fais en traduction scientifique, notamment, je fais c'est un coup du destin où l'univers est bien fait. J'ai souvent des textes en physique, puis mon chum est physicien. Donc, des fois, c'est pas son domaine de spécialité, mais il y a quand même un petit détecteur qui peut allumer là, sur certaines choses. Puis, donc, oui, ça, je le fais parce que c'est facile. J'ai un physicien en résidence à domicile. Mais sinon, pour faire relire les textes médicaux, non, parce que mes contacts personnels sont anglophones, mais pour poser des questions, puis ça peut arriver de temps en temps que les textes, euh, les gens qui rédigent, que ce soit les études cliniques ou les articles, tout ça, c'est pas des rédacteurs, là, c'est pas des langagiers. Donc, ça arrive que les phrases sont répétitives ou qu'on se demande en lisant, oui, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc, quand quelqu'un connaît mieux le domaine, ben, il va le voir plus facilement, là, si c'est juste une erreur de logique dans la phrase ou si c'est juste moi qui n'ai pas compris ce qui se passait. On peut quand même, dans beaucoup de cas, avoir accès à l'auteur de l'article quand c'est les articles scientifiques, là. C'est arrivé quelques fois qu'on a pu poser des questions puis valider des petites choses. Donc, faut toujours poser la question. Le pire qui va arriver, c'est qu'on va nous dire non. Mais quand on peut éclaircir des points directement à la source, là, ça vaut la peine de demander. Avoir un petit réseau personnel là, de gens qui sont dans le domaine de la santé, c'est intéressant. C'est pas obligé d'être de la famille ou des amis, mais j'ai souvent dit qu'en traduction, surtout en traduction spécialisée, on gagnerait plus à travailler en équipe avec des gens qui pratiquent ce domaine-là, que ce soit des ingénieurs, ou des scientifiques ou des médecins ou des économistes, en fait, peu importe. Là. Puis que ce soit clair en partant, qu'il y ait des vases communicants entre les deux, que ce soit facile de créer des réseaux. En ce moment, il faut plus y aller avec ses propres contacts, je pense, mais ça vaudrait la peine que ça s'élargisse. En quoi c'est différent de traduire pour des patients ou pour des entreprises? Quand on parle de traduire pour des patients, c'est souvent, bon, par exemple, pour des organisations comme la Société canadienne du cancer ou la Croix-Rouge. L'information est destinée aux patients, à la Société canadienne du cancer, par exemple, ou à la Société canadienne du diabète. On veut donner de l'information qui est claire, qui est facile à comprendre, qui est facile à trouver. Donc oui, ça, c'est pour les patients. Ou dans les CLSC, il va souvent y avoir des choses qui sont préparées pour les patients. C'est pas rare qu'au Québec, ces choses-là sont produites directement en français. Là, c'est pas nécessairement des traductions. Dans certaines régies régionales de santé bilingues, là, ça va arriver. Où on va produire d'abord en anglais souvent, puis on va traduire en français. Il y a de l'information pour les patients, effectivement. Il y a du médical qui se fait en entreprise privée aussi. Donc, ça, c'est autre chose. Ça peut être pour les patients. Il y a du médical qui se fait même d'un point de vue plus administratif parce qu'il y a des demandes de subventions de recherche qui se font, par exemple. Euh, donc, ça se trouve des fois être des drôles d'hybrides de discours scientifiques de chercheurs qui veulent expliquer ce qu'ils font puis pourquoi ils ont besoin des sous, qui veulent l'expliquer d'une façon qui va convaincre des administrateurs qui n'ont aucune idée de ce qu'ils sont en train de lire, quoi qu'avec le temps, j'imagine qu'ils deviennent plus spécialisés dans les domaines dans lesquels ils donnent les sous, mais ça crée des textes un petit peu hybrides à ce moment-là. Dans les clients, il y avait les associations de professionnels, par exemple, on ne pense pas toujours. Euh, Royal College of Surgeons, par exemple, où ils ont besoin de faire des traductions. Plusieurs organisations, on a parlé de la Société canadienne du cancer, mais il y en a plein. Oui, il y a les revues scientifiques, médicales, mais les universités ont souvent besoin aussi de gens qui connaissent bien le domaine pour justement faire des rapports de recherche vulgarisés qu'ils mettent sur leur site web. Donc, les possibilités sont assez variées. Est-ce que c'est un domaine créatif? Ben, la créativité se fait surtout dans la vulgarisation pour le grand public, là, justement parce qu'on va aller essayer d'utiliser des images, des métaphores, des choses comme ça. Je ne sais pas si tu entres l'idée de la traduction rédactionnelle dans la créativité, mais c'est quelque chose qui est vraiment intéressant à garder en tête parce que quand on rédige un texte scientifique ou médical, on veut qu'il soit agréable à lire,
comme tout autre texte. Ça veut pas dire la même chose qu'en littérature ou en administration. Mais on doit parfois composer avec des textes en anglais où il y a beaucoup de répétitions, par exemple. On nous dit souvent, bon, que l'anglais est plus tolérant à la répétition. Ben, en français, si on veut éviter ça, puis rendre le texte un petit peu plus agréable à lire pour un lecteur francophone, ben, il va falloir faire preuve d'un peu de créativité pour aller revirer la phrase, pour éviter de répéter le terme une cinquantième fois. Puis, évidemment, il faut toujours faire attention, de ne pas dénaturer le texte. Ça reste un article scientifique, par exemple. Si on essaye de faire du Proust avec, ça va être un petit peu étrange. Faut pas changer l'éclairage non plus. C'est quelque chose qu'on étudie beaucoup au bac en traduction, puis il faut faire gaffe un peu. Mais toutes ces contraintes étant dites, on a quand même une marge de manœuvre. Puis si on décide de d'en profiter, ben oui, c'est créatif. Est-ce que tu as des contraintes d'espace? Par exemple, dans les résumés d'articles, c'est qu'on a un nombre de mots maximum. Donc ça peut être une contrainte. C'est pas si difficile que ça à respecter, on peut dire. Moi, j'ai jamais traduit pour des étiquettes, par exemple, de médicaments. Je sais pas. Mais c'est tellement télégraphique et très court. On n'a pas à faire des phrases complètes. On n'a pas à s'enfarger dans les prépositions françaises tant que ça. C'est quoi les phraséologies à privilégier et à proscrire? Les anglicismes sont faciles à glisser. Euh, Par exemple, si on parle de dommages à un organe. Ah non, c'est des lésions, c'est pas des dommages. Mais en anglais, on va le voir, damage. On va voir des fois taux de glycémie, par exemple, en français. Mais la glycémie, c'est déjà un taux. C'est déjà une quantité de sucre par rapport à une quantité de sang. Donc, le taux est pléonastique à ce moment-là. On n'en a pas besoin. Bon, ça, c'est un exemple qui peut revenir souvent. Euh, on va voir des privilèges de pratique en anglais, privileges. En français, ce sont des droits de pratique. Mais évidemment, quand on fait des recherches sur Internet, on va le voir plein privilèges de pratique. Soit parce que ça a été traduit parce que les gens ne le savaient pas, soit parce que c'est l'intelligence artificielle qui l'a fait et qui l'a traduit littéralement parce que c'est pour poser la question. Donc, c'est des droits de pratique, c'est pas des privilèges de pratique. Le fameux outcome en anglais, qui est polysémique et complexe. Faut pas traduire automatiquement résultat parce que ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Oui, ça peut être des résultats cliniques, des résultats thérapeutiques, mais ça peut aussi être quand on voit patient outcome, par exemple. Ça peut être l'issue de la maladie ou du traitement. Ça peut être l'état de santé du patient. Ça peut être le devenir du patient. Ça, c'est un sens qui est un petit peu différent. On va le voir aussi dans les essais cliniques, par exemple. Là, outcome, ça va devenir un synonyme de endpoint. Donc, ce sont les critères sur lesquels on va juger l'efficacité. Ça va être les paramètres d'intérêt de l'étude, par exemple. Donc, c'est va être un petit peu compliqué, mais on le voit souvent traduit par résultat automatiquement. Donc, à ce moment-là, ça devient un problème parce que dans une phrase en anglais, tu pourrais avoir results, qui veut dire les résultats de l'étude, mais tu pourrais avoir aussi le outcome qui veut dire euh, l'issue de la maladie. Donc, il faut vraiment bien départager les choses. Il y a souvent des erreurs qui se font dans les termes comme proportion, ratio, taux, qui ont toutes des nuances et c'est pas toujours très, très bien maîtrisé. Serge Guérin va souvent dire que la différence entre le ratio et le taux va être que le ratio met en correspondance deux choses qui sont de nature différente par rapport mettons, le ratio homme-femme ou médecin et patient. On parle pas de la même chose de chaque côté. Tandis que dans un taux, ben, le numérateur, qui est la partie d'en haut, est incluse dans le dénominateur. Donc, par exemple, le nombre de décès pour 100 000 habitants. S'il y a 1000 décès pour 100 000 habitants, mais ces décès-là sont compris dans les 100 000 habitants. Donc, des petites nuances comme ça là, posent problème là, dans les textes. Il y a tous les classiques, là. Severe, qui n'est pas sévère, mais grave, mais que ça peut être intense aussi. Ça peut être, bon. Il y a des petits pièges comme ça, il y en a, il y en a beaucoup. Est-ce que tu es capable de négocier les délais de livraison quand ça prend plus de temps que prévu? Oui, ça, c'est une habileté importante. Je pense de ne pas hésiter à le dire. Là, je pense que ça va demander un petit peu plus de temps de recherche. C'est possible d'avoir 2 jours, 3 jours, 4 jours de plus.
plus on connaît le client, plus on sait comment il fonctionne, puis qu'est-ce qui peut nous permettre en termes de délai ou autre. Mais faut pas surestimer nos capacités, même après 20 ans. Là, des fois, on a des surprises. Mais on sait plus où se cachent souvent les difficultés des textes, par exemple dans les sections statistiques, des choses comme ça. Donc, on va aller voir là en premier, puis on va savoir si c'est dans nos cordes habituels ou s'il va falloir y mettre un petit peu plus de travail et d'attention. Mais Et c'est quoi les combinaisons de langues qui sont les plus populaires dans ce domaine? en traduction scientifique, euh, il y a quand même beaucoup de choses qui s'écrivent en chinois maintenant. En Russie, il y avait une excellente littérature scientifique aussi. De façon générale, au Canada, on traduit principalement, quand on parle de revues scientifiques, là, c'est des choses qui se sont écrites au Canada ou aux États-Unis, puis qu'on veut traduire en français. Et quelles ressources tu recommanderais? Pour la langue, le dictionnaire des difficultés du français médical est vraiment bien pour ça. On parlait de se familiariser avec la langue médicale aussi régulièrement. Il y a plein de ressources. Si on fait notre petit 10-15 minutes par jour de lecture médicale, là, des fois, il y a des revues scientifiques ou médicales. Les plus anciens numéros sont d'accès gratuit. On peut aller lire seulement le résumé ou les introductions. Ou, un matin, je me lève, je prends mon café, puis je vais sur le manuel Merck, qui est pratiquement pas tous les jours, mais presque les nouvelles médicales, là, des actualités, nouveaux médicaments. Bon, le manuel Merck, il est bien parce qu'il est écrit en plusieurs langues. La traduction n'est pas mauvaise. Je dirais qu'il faudrait pas que ce soit la référence et le nec plus ultra du français médical, par exemple. Par contre, il y a une version pour professionnels et une version grand public. Donc, pour aller comprendre des notions, des fois, ça vaut vraiment la peine. Puis, ces petites publications-là sur les nouvelles médicales, c'est intéressant. Donc, ça nous permet de savoir un petit peu où les choses s'en vont dans différents domaines. Il existe la lettre médicale aussi, mais il faut payer un abonnement. Et si vous êtes sérieux à vouloir faire de la traduction médicale, être abonné à une revue, ça peut être intéressant. Puis de la lire régulièrement, même si on comprend pas tout. Ça permet de voir des fois le style, comment les choses sont dites, comment les choses sont présentées. Je veux dire, c'est vraiment avec le temps que ça va se passer. Mais à court terme, gratuit, les anciens numéros de revue médicale, c'est quand même une ressource intéressante. Écoutez même des émissions médicales. Là, je parle pas des ER, Good Doctor et compagnie, mais même au Québec, par exemple, il y a eu une série euh, de reportages de vulgarisation, par exemple, une pilule, une petite granule, ou à Télé-Québec, il y avait euh, on suivait, par exemple, des médecins à l'urgence. Je pense que ça s'appelait 24/7, mais je suis pas certaine, j'en avais vu quelques-uns. On voit comment les médecins parlent avec les patients. On les entend parler entre eux aussi un peu. Si on n'a pas la chance d'avoir quelqu'un qui est dans le domaine médical, c'est intéressant. Puis, probablement plein d'anciens épisodes qui sont disponibles soit sur la plateforme de Télé-Québec ou sur YouTube ou autre. L'Académie nationale de médecine de Paris, il y a un excellent dictionnaire en ligne. Il y a à peu près 65 000 termes. C'est vraiment chouette. Le dictionnaire illustré des termes de médecine de Garnier de la Mort, qui est très, très connu ici, qui est bien. Pour les médicaments, il existe Medscape, le Vidal en France aussi. Allez vérifier des noms commerciaux ou des noms génériques. Faites-vous une belle collection de manuels spécialisés. L'anatomie et physiologie de Marielle, par exemple. Moi, j'ai un précis de pharmacologie, j'ai un précis d'immunologie. Souvent, c'est des ouvrages qui coûtent très cher. Quand il en existe des versions électroniques, c'est sûr que c'est l'idéal, là. Mais surtout si vous commencez à traduire dans un domaine particulier, bon, vous travaillez surtout dans le domaine du cancer ou dans le domaine pharmaceutique, tout ça, ça permet d'aller chercher des co-occurrences, puis souvent, essayez de trouver si vous pouvez, parce que ça existe, des manuels qui sont écrits directement en français. Sinon, Google Books, Google Scholars aussi, faire des recherches dans des articles scientifiques un petit peu plus de pointe, ça c'est très intéressant aussi. Un point maintenant en terminologie médicale dont il faut tenir compte, c'est la nouvelle terminologie anatomique. Ce serait fautif, par exemple, maintenant, dans un texte plus spécialisé, d'aller traduire scapula par omoplate. Parce que dans la nouvelle terminologie anatomique, on conserve scapula. C'est plus précis pour notamment l'anatomie des os et bon. Mais dans les textes très vulgarisés,
Si on écrit ça à un grand public, ben, scapulaire, c'est pas ce que c'est. L'omoplate, tout le monde sait ce que c'est. Donc, selon les niveaux, là, ça va être ajouté. Donc, une bonne ressource pour la terminologie anatomique. Prendre un cours de traduction scientifique ou médicale, c'est impossible d'aborder tout le domaine. Mais ce qui est intéressant, c'est que oui, ça va donner des notions de base, mais dans l'idéal, ça va nous enseigner à réfléchir. Comment comprendre, avoir des outils pour être un meilleur lecteur de textes scientifiques et médicaux. Puis à ce moment-là, on va mieux juger la qualité des sources qu'on va consulter. On va mieux comprendre ce qu'on est en train de lire. Donc, si on se limite à la terminologie, qui est importante, là, je dis pas le contraire, mais qui va toujours être impossible à enseigner parce que il y a trop, il y a trop de branches, il y a trop de choses. On peut étudier des concepts de base, là, les préfixes et les suffixes médicaux, par exemple, la morphologie de la terminologie médicale. Ça, on peut l'enseigner dans un cours de traduction médicale, mais on peut pas aller, on peut pas couvrir toute la terminologie. Donc, si on peut aller chercher, ça existe là, des cours de rédaction scientifique, par exemple. Ça peut être un super complément, d'après moi. Merci beaucoup d'avoir participé au podcast. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux? Ben, sur les réseaux, j'ai un profil LinkedIn. Je donne un cours de statistique pour traducteurs chez Magistrat. J'aime comprendre ce que je fais et pas faire mon casse-tête à l'envers. Comme je dis, on devient bon à un moment donné comme traducteur. On a des bonnes ressources, on comprend les phrases, on monte tous nos morceaux, mais l'image est de l'autre côté. On a des fois pas toujours exactement une bonne idée de ce qu'on est en train de lire et d'écrire. Puis je me trouvais à traduire souvent des passages statistiques dans des articles scientifiques ou des essais cliniques ou des choses comme ça. Puis je comprenais juste à moitié. Je trouvais ça très frustrant. Puis les ressources en statistique sont souvent destinées à des gens qui vont, par exemple, en sciences humaines, étudier la méthodologie statistique, tout ça. C'est pas fait pour des langagiers. Donc, on fait faire des exercices, on enseigne à utiliser différents programmes de calcul statistique. Euh, Moi, j'avais de la misère à bâtir ma propre compréhension de ce domaine-là avec les manuels que je trouvais. Donc, je me suis trouvé des ressources, puis moi, je me suis bâti quelque chose qui me permettait de comprendre. Je me suis dit, ben, ce serait peut-être utile à d'autres. Il semblerait que oui. Donc, c'est devenu un cours de statistique chez Magistrat. Donc, vous pouvez me trouver là aussi.